partie de la grande interview. Mon invité est Roger Marion, entre autres ancien patron de la division antiterroriste. Après avoir parlé dans la première partie de la sécurité intérieure, nous allons détailler maintenant la sécurité privée. Justement, Roger, quel est votre regard sur la profession ou les professions de la sécurité privée ? Eh bien, la sécurité privée, c'est, aujourd'hui, elle est multiforme. Vous avez la sécurité privée, la sécurité humaine, la sécurité électronique. Et donc, c'est la conjonction de ces deux techniques, si j'ose dire, qui va permettre d'améliorer la sécurité de nos concitoyens. Ceci dit, il faut absolument que la sécurité privée se professionnalise essentiellement au niveau de la sécurité humaine, n'est-ce pas ? Il faut avoir... Vous avez des entreprises de sécurité privée qui sont très très professionnelles, dont vous en avez 2 qui ont été autorisées à avoir des gardes armés, c'est une évolution. Vous savez que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, en janvier 2018, a lancé, avec le préfet Philippe Aloncle en charge, des relations au ministère de l'Intérieur avec les entreprises de sécurité privée, a lancé ce qu'on appelle la coopération de sécurité, la coproduction de sécurité entre les forces régaliennes de l'État, les polices municipales, dont les pouvoirs ont été élargis, et la sécurité privée qui, dans les zones de sécurité, dans les périmètres de sécurité, sont autorisés à faire des palpations de sécurité et des fouilles de sacs. Donc, vous voyez... la sécurité, aujourd'hui, elle doit être globale et elle doit faire intervenir ces trois modules. En ce qui concerne les forces régaliennes, c'est-à-dire police, gendarmerie, elles sont, si j'ose dire, exemplaires, puisqu'il y a depuis longtemps une grande expérience, des écoles de formation, et puis il y a surtout un très bon encadrement. C'est pas le cas dans la sécurité privée. Pourquoi ? Parce que la sécurité privée, on est passé du vigile, parfois, aujourd'hui, à la limite, au garde armé, n'est-ce pas ? Donc, dans la police municipale, c'est pareil. On est passé de l'agent de surveillance de la voie publique, aujourd'hui, au policier municipal. Donc, il y a besoin, que ce soit en matière de police municipale ou en matière de sécurité privée, il y a besoin d'énormément de formation et d'avoir surtout un encadrement. Et c'est ce qui peut-être fait aussi défaut dans les services de l'État. Ce qu'il faut, c'est la maîtrise. Il faut avoir des contremaîtres, il faut avoir des gens expérimentés qui puissent encadrer les jeunes. Et le métier de policier ou le métier les métiers de la sécurité, c'est des métiers d'expérience. C'est des métiers qui s'apprennent sur le terrain, indépendamment des connaissances élémentaires en matière de respect des libertés individuelles, en matière de droits, des pouvoirs et des droits de chacun. Alors, est-ce que ça passe justement par une intégration de plus en plus forte d'ex-policiers ou gendarmes dans la sécurité privée ? Pas obligatoirement. Vous savez, pour obtenir la qualification, parce que tout ça, la sécurité privée est placée sous le contrôle du CNAPS, du Conseil national aux activités de sécurité privée, qui aujourd'hui valide les formations et délivre les cartes professionnelles et opère des contrôles, y compris avec ses directions régionales, opère des contrôles sur le terrain pour savoir si tous les agents qui sont de sécurité privée sont titulaires de toutes les autorisations et les habilitations qui sont réglementairement nécessaires. Donc, cette activité, de sécurité privée, elle mérite d'être, comme je le disais à l'avant-propos, d'être professionnalisée au travers déjà de la formation et de l'expérience et de l'encadrement. D'accord. Est-ce que, en tant que délégué général à la sécurité du groupe Val-Office, on en parlait dans la première partie, donc vous avez travaillé avec des architectes, avec des urbanistes, pour concevoir des rues et des bâtiments qui tiennent compte de l'aspect sécuritaire et qui facilitent, par exemple, la pénétration des forces de police dans les lieux. Quelles sont les tendances actuelles, les tendances à venir ? Alors, effectivement, on est dans le domaine de la prévention situationnelle.
C'est-à-dire qu'on essaye de prévenir un peu, d'éviter en quelque sorte les coupes-gorges, d'éviter que les forces de l'ordre tombent dans des guet-apens. Alors ça se fait non seulement avec les architectes, bien évidemment, dans la conception des ensembles immobiliers et autres, et de tout ce qui peut être rénové, mais ça se fait aussi dans l'habitat existant. Vous avez bien vu qu'on défait certaines barres d'immeubles, qu'on ouvre. Il faut ouvrir les quartiers. Il faut ouvrir les quartiers de façon à éviter la constitution de ghettos. Mais pour ça, c'est la même chose. Vous avez la police nationale et la gendarmerie nationale qui ont créé, qui ont spécialisé des militaires et des fonctionnaires qui sont des référents sûreté. Et ces référents sûreté, ils peuvent être consultés par, disons, les bailleurs, les agences immobilières, enfin, les gens qui envisagent de construire un ensemble de façon à avoir un œil sécuritaire sur le projet de construction. D'accord. On va parler justement de la modernisation de la sécurité privée, avec entre autres le développement de l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale par exemple. On sait que pour le moment ce n'est pas autorisé en France. Est-ce que vous pensez que c'est un atout pour les forces de police et les forces de sécurité? Et est-ce que bientôt on aura le droit d'utiliser ce moyen technologique? Alors, bien évidemment, nous sommes en retard par rapport à d'autres pays européens. Vous citiez tout à l'heure le cas de l'Espagne en ce qui concerne le contrôle passagers et bagages pour les gares et notamment pour les trains à grande vitesse. Oui. J'ai eu l'occasion de visiter la gare routière de Madrid où vous avez un dispositif de vidéoprotection qui est en service avec la reconnaissance faciale. Le problème en France, c'est que nous sommes toujours contraints par cette protection des libertés individuelles et que pour qu'il y ait la reconnaissance faciale, il faut qu'il y ait une base de données. Et une base de données, il faut savoir ce qu'on recherche. Alors, il y a deux évolutions qui sont possibles. C'est d'abord la reconnaissance faciale. Il va falloir incontestablement y arriver et la délégation aux activités de sécurité privée au ministère de l'Intérieur y travaille. Deuxièmement, vous avez des polices municipales, notamment la police municipale de Marseille, qui développent des algorithmes, c'est-à-dire qui, avec les dispositifs de vidéoprotection, essayent de prévenir certains événements, et notamment certains regroupements. Donc je pense qu'effectivement, le plus de sécurité aujourd'hui, il est, indépendamment de ce que je viens de dire préalablement dans la formation et l'expertise de la sécurité humaine, il est dans le développement de la sécurité électronique. Avec ces avancées que nous attendons tous de la reconnaissance faciale et du développement des caméras intelligentes et des algorithmes et autres, et bien évidemment, tout cela demande quand même une évolution au plan législatif et réglementaire et poursuivre les évolutions technologiques. Aujourd'hui, on a déjà, par exemple, au sein de la RATP, et dans les couloirs du métro, des caméras intelligentes qui détectent des comportements anormaux. C'est l'utilisation des algorithmes. C'est ça, donc c'est déjà un progrès. C'est déjà un progrès, c'est l'exemple que je citais à Marseille. Et vous regardez à l'étranger, par exemple, l'attentat au marathon de Boston, le premier attentat qui a eu lieu à Londres en 2004, donc vous avez bien vu que dans les 24 heures, le terroriste est identifié. Complètement. Qu'on le suit avec son sac à dos partout, qui a un périmètre. Ouais. Donc, voyez, une action terroriste. Alors, était-il connu? Était-il dans une base de données préalablement? Pas obligatoirement. Puisque par définition, le terroriste, et on l'a bien vu, nous, avec tous ces terroristes qui, du jour au lendemain, se lèvent et ont une vocation pour aller commettre une action avec un couteau, un marteau, une voiture bélier ou un camion, n'est-ce pas? Donc ces gens-là, ils sont pas obligatoirement dans une base de données, mais vous avez bien vu qu'à l'étranger, dans les 24 heures, ils sont identifiés et neutralisés.
C'est ça, c'est un complément des fichiers ADN et autres. Oui, de l'évolution de la police technique et scientifique. Merci beaucoup Roger Marion pour votre venue sur le plateau de la grande interview. Ça va, l'interrogatoire n'a pas été trop dur? Non, c'est bien puisque vous m'avez offert un verre d'eau. Et un café. Moi j'avais l'habitude d'offrir le thé, mais enfin... Vous avez vu, moi je joue pas toujours le flic sympa, mais ça a été le cas aujourd'hui. Dans le duo, c'est plutôt le flic dur, mais bon, voilà. Merci beaucoup à Patrick Haas à la rédaction en chef et à la Dream Team d'Agora à la réalisation et à la production. À très vite pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous.